Bonjour à tous, bienvenue à Jason Météo, édition du 21 avril 2022. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. On va, oui, parler de l'actualité météo. On sait qu'on a eu quand même de la neige cette semaine, ce qui est quand même assez étonnant là, quand on est déjà rendu à la deuxième moitié d'avril. Mais aussi, on va vous parler de nouvelles pages qu'on a sur notre site Internet, une nouvelle section qu'on est très fiers, là, qu'on a travaillé fort pour développer. Et ben, Patrick de Bellefeuille va être avec nous là, justement pour en discuter dans la deuxième moitié du Jason Météo. C'est une page là, sur le climat, changement climatique, développement durable. Donc, on va pouvoir en parler. Puis en même temps, ben, c'est le jour de la Terre demain. Donc, quelle belle occasion pour en discuter. Je suis accompagné de Patrick de Bellefeuille et Régent Ouimet. Ça va bien, les gars? Super, super. Je suis content de vous voir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ben oui. Et Oui, c'est ça. La dernière fois qu'on s'est vu, on se parlait de l'aperçu du printemps. On peut se le dire, là. Bon, l'aperçu est réussi, mais le printemps est raté. exactement. Donc, ouais, ben, Patrick, cette semaine, je ne sais pas si tu t'attendais à aller couvrir de la neige, mais on voit là, les quantités, là, 19 centimètres à Montréal. On peut peut-être expliquer un petit peu, là, il n'y a pas eu 19 centimètres qui ont accumulé au total. Le maximum qu'on a atteint, là, c'est peut-être un 9-10 centimètres à Montréal. Par contre, il y a tombé 19 centimètres, mais il y a une partie qui fondait au fur et à mesure. Patrick, toi, comment t'as vécu ça le mardi matin sur les routes? C'était-tu glissant? As-tu vu beaucoup d'accrochages? En fait, oui, on en a vu pas mal des accrochages. On a surtout remarqué que il y avait probablement une différence entre la rive nord de Montréal et la rive sud de Montréal, dans le sens où, sur la rive sud, on a été en déficit de neige, enfin vers l'Estrie, en déficit de neige une partie de l'hiver. C'est parti vite. Ils ont probablement changé leurs pneus plus vite que sur la rive nord. Donc, des sorties de route puis des accrochages, ça, il y en avait un petit peu plus au sud de Montréal qu'au nord de Montréal, mais c'est certain, hein, la dernière, comme ça, on la veut pas. Et puis, on espère qu'on se souvient comment ça marche conduire comme ça. Oui, tout à fait. Régent, on voit à Montréal le gros lot. Il y a juste cette île qui nous bat, c'est plutôt rare. On voit qu'à l'ouest et à l'est de Montréal, ça a été plus tranquille. Montréal a été chanceux, là. On a eu la bande de neige forte qui nous a permis d'accumuler cette neige-là, là. C'est une neige qui est un peu compliquée à décortiquer, hein. Donc, puis on en parlait la veille ensemble. Il est tombé 30 millimètres d'eau. Là-dessus, ben, il y a à peu près, en équivalence en eau, à peu près 25 millimètres. Là, puis là, on a estimé, parce qu'on est obligé de le faire, là, 19 centimètres. Donc, ça, c'est ce qui prétendument est tombé. Parce que là, comme vous l'avez très bien dit, il y en a la moitié de ça qui s'est avéré au sol, puis avant la fin de la journée, c'était pratiquement disparu. Donc, c'est une neige, puis c'est typique, la deuxième moitié du mois d'avril, quand ça tombe comme ça. Là, la dernière fois, le 27 avril en 2010, quand on était tombé, puis là, ben, les chiffres sont similaires, même davantage. Alors, c'est une neige qui est imbibée d'eau et puis qui a une conséquence un petit peu plus difficile, je vous dirais, sur le moral que sur l'impact véritable. Même si, on va l'admettre, il y a eu 46 000 foyers privés d'électricité. Mais si c'était tombé toute cette eau-là en neige, avec juste un petit degré plus froid, là, on se serait trouvé dans le gros trou. Ça nous aurait donné 30 centimètres de grosse neige pesante. Ça aurait été l'enfer. Donc, finalement, au bout du compte, on est quand même chanceux là, de cet épisode, surtout maintenant qu'il est derrière nous, on peut regarder devant en se disant qu'il y a des grosses chances qu'il n'y en ait plus. Ouais, et même, Régent, tu parles de si toute cette quantité d'eau-là avait tombé en neige et avait accumulé, on a eu du 45 centimètres là, au sud de la frontière, dans l'État de New York. On le voit avec les quantités de neige là, qui sont au sol en ce moment. Il y a encore des régions là, il y a encore beaucoup de neige. Saguenay et Sept-Îles, on est nettement au-dessus de la normale. Là, donc, c'est pas encore fini au niveau de la neige au sol. Là, c'est ça. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est terminé au niveau de la neige qu'il reste à recevoir? On peut regarder là, le produit, mais avant ça, je vous rappelle, là, j'ai oublié de vous le dire, on est en direct avec vous là, sur Facebook et sur YouTube. Donc, si vous avez des questions, commentaires, on est là avec vous là, pour les 30 prochaines minutes. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, tu mentionnais, Régent, c'est fini les accumulations. Par contre, c'est pas encore impossible de voir des flocons. On en prévoit là, un 5 à 10 centimètres dans l'est de la province Ouais. d'ici vendredi. Mais sinon, il y a des conditions de blizzard là, dans les prairies pour ce week-end. Et ce système-là va tenter de se joindre, de se rendre au Québec. Et là, on pourra avoir un peu de flocons, mais sans grandes accumulations. Ben, c'est ça qui est la différence. Bon, c'est certain pour les régions plus au nord, vers l'est,
oui, il y a encore de la neige à recevoir. Là, quand je disais, il y a des grosses chances que ce soit pas mal terminé. Pas d'autres épisodes comme celui qu'on a connu pour le sud du Québec. Il y avait une petite possibilité au début de la semaine prochaine, quand on aura quand même une bande perturbée qui va s'immobiliser sur le Québec. Et en principe, on devrait rester sur le côté, pour l'instant, là, du côté suffisamment chaud pour s'épargner la neige. Et les secteurs de l'est de la province. D'ailleurs, c'est là où on trouve traditionnellement la dernière bordée de la saison, c'est aux alentours du 3 mai. Et ça se passe souvent là, dans l'est de la province. Alors, j'imagine que cette année, là, pour ce qui est du sud du Québec, on pourrait fermer les livres pour ce qui est des bordées de 15 cm et plus. Oui, exactement. Donc, on le voit, là, 5 à 10 cm là, pour l'est de la province, pour cette île, par exemple. Mais c'est un peu comme qu'est-ce qu'on a eu plus tôt cette semaine. Là. Il y a une partie qui va fondre au fur et à mesure. Les températures sont près de 0,1 degré. Donc, il y a une partie qui va fondre au fur et à mesure. Mais l'avantage, Patrick, avec ce genre de tempête-là, c'est que ça fond assez rapidement. Là. Moi, hier, mercredi, j'ai été capable d'aller faire du vélo. Il y avait encore un peu de neige sur les côtés. Où justement cette neige-là avait été poussée. Mais sinon, la neige qui n'avait pas été touchée, elle avait assez bien fondu. Là. Ben oui, certain. Cette neige-là, en fait, on n'a pas besoin de la pelleter. Elle part assez vite que ça ne sert à rien de se donner un tour de rein ou de risquer un infarctus. Là. On la laisse fondre, puis elle part quand même très, très vite. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et pourtant, ce n'est pas des chaleurs de 10, 14, 15, 16 degrés qu'on a connues après ça. Là. On est resté dans des températures qui étaient, oui, en haut de zéro, mais pas de la grosse chaleur. Pourtant, je suis pas mal certain qu'en tout cas pour Montréal, le sol avait dû accumuler un petit peu de douceur. Quand la neige est arrivée, ça a dû favoriser justement cette fonte un peu plus rapide. Ben ouais, on le voit bien avec le feuillage de tulipes là, qui pousse à vitesse grand V. Donc, on mange la neige par en dessous et on la mange aussi par le dessus, surtout quand on a le bonheur d'avoir du soleil. Et là, on est là, on se parle de la neige, là, mais quand même, Jeannette Blais nous rappelle à l'ordre, pensez-vous qu'on va quand même avoir un bel été, même si c'est un peu loin? Ah, ça a coupé, j'entends pas. Ça a coupé. Ben, c'est ça, c'est la bonne question parce que là, on en parlait plutôt dans notre meeting d'équipe. En début d'après-midi, on n'a pas eu beaucoup de beaux week-ends là, depuis le début du mois de mars. Beaucoup de pluie. On a quand même une statistique là, par rapport à ça. C'est que Montréal, on est déjà rendu à 118 mm de pluie depuis le 1er avril. Donc ça, c'est beaucoup. Là. La normale est beaucoup plus proche du 90 mm. Puis si on continue à ce rythme-là, on pourrait se rapprocher là, du top 5 des mois d'avril le plus pluvieux. On a quand même encore là, quelques dépressions à venir là, dans les prochains jusqu'à la fin avril. Donc là, quand c'est gris, régent comme ça, c'est pas bon pour avoir des températures douces au mois d'avril. Il faut du soleil. Oui, c'est ça. Alors, on a quand même un déficit assez marqué là, par rapport au début du mois. J'ai à peu près 120 heures de soleil accumulé, puis ça, c'est vraiment nettement moins que ce qu'on observe habituellement. J'ai remarqué qu'entre le mois de mars et le mois d'avril, traditionnellement, il y a une baisse au niveau du taux d'ensoleillement. Quand on arrive au mois d'avril, je ne sais pas si en raison de l'activité météo, la fonte de la neige qui amène l'humidité dans l'air, mais c'est un mois qui n'est pas typiquement très ensoleillé. On va voir des périodes où il y a du beau temps. Les nuages souvent l'emportent au mois d'avril. Et c'est particulièrement le cas cette année. Et comme vous l'avez dit, ça c'est un argument massu. Là, on est dans la deuxième moitié chaude de l'année, là, donc ce qui nous fait amener des températures élevées, définitivement, ça nous prend du soleil. À partir de maintenant, là, ça va être vrai aussi pendant l'été. Donc, quand on dit qu'on va avoir un bel été, ça peut vouloir dire aussi est-ce qu'on va avoir un été chaud, parce que tout ça vient ensemble. Donc, le beau en été vient avec le chaud. Et le moins intéressant, la pluie et les nuages, ça vient avec des étés qui sont un petit peu plus frais. Alors là, la question de l'heure, c'est ce qu'on vit là, est-ce qu'on peut déménager tout ça vers l'été? Et on a fait un peu l'analyse, Régent, et normalement, en regardant la situation actuelle, on se projette vers l'été, donc des cas similaires là, où le printemps était plutôt moche. La moyenne n'est pas très glorieuse. Là. Non, définitivement. Donc, c'est pas la meilleure idée d'avoir un printemps qui laisse à désirer pour ce qui est des températures, un printemps qui se traîne les pieds, un printemps où vous avez plus de pluie qu'à l'accoutumée. Alors, tous les signaux pointent pas mal dans la même direction. Quand on regarde les grandes forces de l'atmosphère aussi à l'heure actuelle, ce qui nous vaut le type de temps qu'on connaît. Donc, on parle évidemment d'une crête au niveau du Groenland, ça c'est un argument massu. Notre ami le vortex polaire aussi qui s'en mêle, puis la crête en Alaska qui fait des siennes de temps en temps. Là, c'est moins fort que ça a déjà été. Donc, tout ça pointe aussi dans la mauvaise direction. Ce sont des éléments qui vont être à surveiller là, au cours des prochaines semaines. Et quand on a une situation atmosphérique au niveau de l'hémisphère qui est comme ça, traditionnellement, j'ai regardé les années similaires, là,
avec notre ami Doug de Toronto. Malheureusement, la majorité des cas, ce sont des étés qui ne sont pas tellement intéressants. Par contre, on tient notre bout. Hein? On ne condamne pas l'été du tout pour l'instant. Là, je vous parle des situations analogues. Il y a quand même d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte là, avant d'y aller avec un verdict définitif sur l'été. Ouais, on voit, si je peux me permettre justement de vous interrompre, on voit que quand j'étais sur le terrain là, pour la tempête de neige de mardi, j'ai remarqué que la nature avait déjà commencé à changer. Par exemple, dans le parc La Fontaine, on a trouvé énormément de branches cassées qui étaient au sol. Quand je prenais ces branches-là, que je les rompais à nouveau, c'était vraiment du bois vert. Et tu regardais les bourgeons, ils étaient tous prêts à se débourrer, ou à peu près. Ce qui fait que moi, ça me faisait dire, OK, là, nous, on n'a pas, en tant qu'humains, l'impression que le printemps, c'est parti et ça y est. Et la nature, elle, qui fonctionne plutôt avec la lumière du soleil, elle avait déjà enclenché certains processus. Chez nous, toi, Patrick, là, mes lilas ont débourré là, à compter d'hier. Donc, 20 avril, mes lilas qui débourrent. En temps normal, là, la moyenne, je vous dirais, c'est autour du 20 avril. Donc, quoi qu'on pense. Et puis, André, c'est vrai qu'au plan strict des températures, là, quand on prend les maximums, les minimums depuis le début du printemps, on n'est quand même pas trop déficitaire. Là. On est même un petit peu au-dessus de la normale. Donc, l'impression est peut-être un peu étrange. Ça tient beaucoup au fait qu'il n'y a pas eu énormément de soleil. Il n'y a pas de grosse chaleur non plus. Mais on réussit à sauver pas mal les normales de température. Et c'est là où, évidemment, la végétation réagit. Donc, elle suit, si on veut, le rythme des températures. C'est-à-dire qu'elle, ça ne la dérange pas que la fin de semaine n'est pas belle? Non, c'est ça, exactement. C'est ça qu'on a retenu. Non, parce que j'ai appris que ça pousse même la nuit. Hein? Donc, quand on a une nuit qui n'est pas trop froide, et c'est aussi peut-être une des caractéristiques, on a eu beaucoup de nuages, c'est plate le jour, mais la nuit, ça permet aux températures de ne pas descendre tout à fait aussi. Et il ne faut pas justement penser que c'est fini, là, qu'on n'aura pas d'été. Nous, on va sortir notre aperçu officiellement le 31 mai, donc l'aperçu de l'été. Mais quand même, Patrick, il suffit pas de beaucoup de choses là, pour que la situation revire. Donc, on parle de l'anticyclone des Bermudes. C'est un joueur clé là, pour avoir de la chaleur au Québec. C'est encore possible qu'il revienne vers nous. Là. Tout à fait, tout à fait. Et puis ça aussi, ça va être assez important. Cet élément-là, qui a l'air juste comme ça d'un A qui tourne en rond dans l'océan Atlantique, là, est important pour notre chaleur, nous, est important pour la saison des ouragans. C'est un élément qu'on suit évidemment de très, très près. Ce qu'on n'a peut-être pas réalisé, et c'est parce que je pense à ça, puis je me dis, oui, la nature a commencé à faire son cheminement, mais c'est que l'intensité du soleil à ce moment-ci, on est presque rendu début septembre. Et pourtant, début septembre, c'est quand même du temps qui est... les 2 premières de septembre, c'est pas du temps qui est froid, là. Fait que, et à cause de la luminosité qui est la même que dans ce temps-là, je pense que c'est pour ça que la nature a commencé et que nous, les humains, on trouve que ça tarde. En fait, Patrick, on est le 21 août en termes de lumière. Le truc pour s'en souvenir, là, tu prends le solstice d'été, 21 juin, puis tu mets 2 mois de chaque bord, donc 21 juin, 21 avril, 21 juin, 21 août. Donc, je faisais 21 décembre, je reculais. C'est plus long. Fait bon. tu peux le prendre le 21 décembre ou le 21 janvier, la période la plus proche. Mais oui, c'est donc en ce moment, c'est le soleil du 21 août. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Mais là, on en a parlé. Là, il y a quand même d'autres facteurs là, qui pourraient nous donner une chance d'avoir un bel été. Là, on parle là, du maintien de la Linia, la perte du blocage au Groenland. Le développement de l'anticyclone des Bermudes, etc. Donc, il y a encore espoir, mais là, en ce moment, il y a un déficit au niveau des températures. On voit avec la tendance des 14 jours, là, on a un espoir d'avoir des températures qui pourraient atteindre les 20 degrés au Québec, même pas juste à Montréal ou à Sherbrooke. Là, on parle vraiment du Québec. C'est pas encore arrivé en cette date du 21 avril. Donc, il y a un petit espoir le 25, mais sinon, après ça, on retombe là, dans des températures vraiment sous les normales. Là. Ça, c'est spécial parce que quand même, on a les années 2019-2020, on n'a pas eu de 20 degrés du côté de Montréal au mois d'avril. Puis ça, c'est quand même pas monnaie courante. Là. Au cours des années, habituellement, là, on réussit à faufiler ces premiers 20 degrés. Donc, c'est un petit peu exceptionnel. Puis c'est un peu agaçant là, dans un contexte de changement climatique où on voit que toutes les saisons, quand on regarde ça globalement, au Québec, ça se réchauffe. Là, les mois d'avril, dans les années récentes, nous offrent ces petites déceptions-là, là, où on voit des températures de 20 degrés qui se font tirer l'oreille avant de se manifester au Québec. Ça tombe bien mal parce que, bon, on s'en parle aussi, là, puis il faut quand même le rappeler tout le temps qu'après le mois de mars, c'est pas le mois de juin. Mm-hmm.
Exactement. C'est toujours bon à se Important. souvenir. On le voit, même notre collègue météorologue, là, Patrick Duplessis, nous faisait remarquer que Rimouski n'a toujours pas atteint le 10 degrés. Donc, là, on n'est même pas dans les 20 degrés. Là, on peut juste avoir un 10 degrés. Mais donc, ça, Patrick, ça vient. Il y a beaucoup de monde qui nous ont posé la question cette semaine. Est-ce que c'est pas un peu bizarre dans le contexte de changement climatique là, qu'on vit, qu'on entend parler, qu'on a on peut avoir encore des mois d'avril aussi frais et même de la neige aussi tardivement. Est-ce que c'est contradictoire? Absolument pas, absolument pas. Le pire défaut dans le changement climatique, c'est de voir ça de façon régionale. Il faut vraiment voir ça de façon globale sur la planète. Oui, nous, ça ne nous tente pas. On aurait aimé ça que ça se réchauffe rapidement. Puis on prend toutes ces excuses-là pour dire, si ça ne s'est pas réchauffé, ça veut dire que c'est pas vrai le changement climatique. Tout ça, mais il y a des signes qui font qu'on peut le prouver. Il faut regarder ça de façon planétaire. C'est pas parce que moi, mon petit bout de lopin de terre ne connaît pas les températures que je voudrais que sur le reste de la planète, il ne fait pas une vague de chaleur ici et une vague de chaleur là. Mais je pense que le meilleur argument pour contrecarrer ce genre de questions-là, ou plutôt pour répondre à ce genre de questions-là, je ne vais pas contrecarrer, excusez-moi, c'est de dire les 7 années les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète, c'est les 7 dernières. Nous, on n'a pas eu 7 mois d'avril extraordinaires. Là. De façon globale, les 7 années les plus chaudes enregistrées sur la planète, c'est les 7 dernières. Et ça, c'est bien une preuve du changement climatique. C'est-à-dire qu'on ne retrouve plus la normalité. On a des températures qui sont soit trop chaudes ou trop froides. C'est pour ça qu'on est au changement climatique et non plus au réchauffement global. Il faut remarquer qu'on a changé le terme. On parlait de réchauffement planétaire quand on était au début des années 2000. Et là, tout d'un coup, on a changé ça pour réchauffement, c'est-à-dire pour changement climatique, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des endroits qui vont avoir de belles poussées de chaleur, mais il y en a qui vont aussi connaître d'importantes poussées de froid. Oui, et c'est comme tu le mentionnes, Patrick, faut vraiment pas juste regarder notre nombril, notre ville, notre situation du jour et penser que c'est comme ça partout sur la planète. Là. En ce moment, il y a des endroits où il y a des températures exceptionnellement chaudes. En Europe, il fait chaud cette semaine, donc mais quand on regarde globalement sur toute une année, il y a beaucoup plus de records de chaleur que de records de froid qui sont brisés durant une année. Là. 4 pour 1. 4 donc, records de chaleur pour chaque record de froid dans une année. Ça, c'est les derniers chiffres que j'ai mis dans un article que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Il y a un dicton en Turquie qui dit que celui qui regarde le ciel du fond d'un puits le trouve petit. Je pense que ça s'applique pas mal à cette situation-là. Puis quand on regarde, il faut voir large au niveau de l'espace, mais il faut voir large aussi à l'échelle du temps. On parle des mois d'avril qui sont décevants, ça c'est une chose. Il faut quand même rappeler que les 4 derniers étés, puis ça s'était jamais vu avant, là, les 4 derniers étés ont été très anormalement chauds au Québec. Alors ça c'est quand même assez exceptionnel. La question de l'heure, est-ce qu'on va vivre un 5e été torride chez nous? La question est posée. Mais voyez-vous, en Europe, ils ne se posent pas cette question-là. L'Europe, j'ai au moins 4 pays en tête qui ont connu le mois de février le plus ensoleillé et le plus sec. Bon, la Belgique, la France. Alors, eux, ils ne se posent pas la question, mais c'est pas vrai ces changements climatiques-là. Ils doivent se dire au contraire, ouais, ça commence à paraître. Ben c'est ça, exactement. Donc, il faut, comme on mentionne, là, on peut avoir un mois qui se réchauffe moins vite que les autres, mais il y en a quand même 11 qui se réchauffent très vite. Là. Les mois d'hiver, en ce moment, on gagne des 1 degré sur chaque période de 10 ans, ce qui est énorme. Donc, mais ça nous donne l'occasion, Patrick, de parler de notre nouvelle section sur la page de météomédia.com. Donc, notre nouveau site climat. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a un super beau look, Patrick, et toutes les actualités par rapport aux nouvelles changements climatiques et développement durable. Je me sens comme un enfant dans un magasin de jouets. Je suis ultra excité. Je trouve ça absolument fantastique et merveilleux que Météo Média, que notre partenaire anglophone TWN, de Weather Network, on est tous embarqués là-dedans, puis qu'on a décidé que oui, on allait dédier une section complète au climat, où là, on va justement parler de climat. On va parler de climat sous toutes ses versions, c'est-à-dire les causes, les impacts, mais aussi les solutions. Oui. Puis là, si tu me permets, André, je vais faire un lien avec le Jour de la Terre. Parce que c'est demain le Jour de la Terre. Et le thème cette année du Jour de la Terre, c'est l'éco-anxiété. Peut-être que si vous avez mon âge, vous vous dites, je ne vois pas ce que ça a de si anxiogène que ça.
l'écologie et tout ça. Mais il faut qu'on réussisse à se placer dans la pensée des jeunes générations. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'étais jeune, il y avait de la guerre, ça existait, c'est la guerre au Vietnam. Ça passait aux nouvelles de 6 heures pour aux nouvelles de 10 heures, mais il y avait juste un poste dans la maison, donc c'était les parents qui monopolisaient ce poste-là. Maintenant, des postes, il y en a partout. Les jeunes ont un écran dans leur poche de plus en plus tôt. Et là, ils sont de plus en plus confrontés à ces nouvelles, qui sont tout le temps des mauvaises nouvelles, tout le temps des mauvaises nouvelles, et particulièrement quand on parle du climat, parce que de quoi on parle? Bien, les autorités nous disent, on va passer vite, il faut se dépêcher, et les gouvernements nous disent, attends une minute, là, on ne peut pas virer ça de même, cette histoire-là, là, etc. Et tout ce temps-là, les générations derrière, tout ce qu'ils ont l'impression, c'est qu'on ne fait rien, et ça cause cette anxiété-là. Et donc, l'éco-anxiété, qui est quelque chose pour lequel, en fait, que je n'ai pas nécessairement adhéré rapidement, je commence à comprendre de plus en plus. Et le jour de la Terre, son thème, c'est l'éco-anxiété. Le jour de la Terre vous dit, pourquoi vous ne prenez pas une journée de congé? Pourquoi vous ne prenez pas une journée de congé vendredi, appelle le patron, je ne rentre pas aujourd'hui, pour essayer d'avoir une journée où on se calme, on ne se met pas en contact avec les nouvelles, pas d'éco-anxiété, puis on pense à ce qu'on pourrait faire peut-être dans notre quartier. Et pour revenir, André, à notre page climat, c'est d'une beauté spectaculaire. On est très conscient de ce que l'éco-anxiété veut dire, de ce que c'est que vivre l'éco-anxiété, des gens qui ne sont pas nécessairement convaincus qu'on ait de problème. Et nous, on veut aussi amener beaucoup de solutions. Montrer aux gens, dans les solutions, il y en a plein. Il s'agit de démarrer la roue. C'est ça qu'il faut faire. Oui, parce qu'on entend souvent des nouvelles, comme par exemple le rapport du GIEC. Là, les nouvelles ne sont pas très positives. Ou, on a entendu il y a quelques semaines qu'il y a le projet là, de pétrole près de Terre-Neuve, là, que ça va fonctionner. Par contre, il ne faut pas juste voir justement le côté noir de tout ça. C'est le fun parce qu'il y a vraiment il y a beaucoup de gens, de groupes, d'entreprises qui vont de l'avant et qui veulent trouver des solutions. Et ça, c'est important de les mettre de l'avant, Patrick. Tout à fait. Puis je trouve, en plus, puisque tu as cité le rapport du GIEC, quelque chose d'étonnant que je n'avais jamais vu dans tous les rapports du GIEC que j'ai regardés, c'est que cette fois-ci, dans la dernière version, ils ont rajouté j'allais dire un paragraphe, mais c'est plutôt un chapitre complet sur comment ça se fait que ça ne se fait pas. Quels sont nos plus grands obstacles? Puis j'ai trouvé ça très étonnant parce que d'habitude, ce sont des scientifiques qui ne se prononcent que sur les chiffres et sur les études. Mais d'arriver à dire nos plus grands obstacles, c'est ceci, et de signaler, par exemple, qu'une des choses qui serait peut-être à revoir, c'est notre relation avec les compagnies pétrolières. J'ai trouvé ça assez étonnant de la part du GIEC qui, d'habitude, ne se mouille pas du tout dans ce truc-là. Et je me suis dit, mon Dieu, s'ils vont là, c'est qu'il y a vraiment de plus en plus urgence d'agir et qu'ils veulent de plus en plus mettre sur la table. Ça, c'est les problèmes. Puis ça, c'est les solutions. Et quand on parle aussi d'anxiété, là, moi, je suis quand même d'un naturel relativement anxieux. Il y a deux problèmes. Quand je fais de la procrastination, je remets au lendemain, je n'affronte pas les problèmes. C'est là où l'anxiété prend forme. Et autrement, quand je me mets à l'action et je pose des gestes, à ce moment-là, l'anxiété diminue. Donc, la mobilisation, évidemment, se tenir au courant, mais aussi poser des gestes et s'impliquer, là, socialement parlant. Je pense que ça peut peut-être être une des antidotes contre, justement, cette anxiété. Oui, puis vraiment, là, comme je dis, là, des solutions, non. Sur notre page climat ou même sur la planète, la solution miracle, elle n'est pas là. Il faut comprendre que c'est une conjugaison d'un paquet de choses. Les gouvernements ont quelque chose à faire, les entreprises ont quelque chose à faire, les individus ont quelque chose à faire, puis on ne peut pas se dire, moi, parce que le gouvernement ne fait rien, je fais rien. Il faut au contraire faire chacun sa part, puis il faut que la roue se mette à tourner, ça presse. Tout à fait. Puis, Patrick, aussi, on a un groupe Facebook, là, si vous avez, qui s'appelle Pour les climatos verts. Donc, ça, c'est super le fun parce que on a une page qui s'appelle Geek de météo pour ceux qui aiment parler de vraiment prévision en plus d'actualité météo. Mais on a aussi la même chose, mais pour les climatos, section climato vert. Donc, on vous invite à joindre. Puis, c'est le fun parce qu'il y a vraiment, vous allez pouvoir suivre en même temps lorsqu'un nouvel article là, il est publié. Comme par exemple le résumé du rapport du GIEC que tu as fait là, plus tôt ce mois-ci.
Oui, tout à fait. Puis vraiment, là, je vous dis, vous allez voir des trucs là-dedans. Là, il y a des solutions qui sont vraiment étonnantes. Je vous donne un petit exemple rapidement parce que je suis là. C'est un de mes préférés, c'est un qui me touche beaucoup. Il y a deux jeunes hommes dans la vingtaine, 21, 22 ans, qui ont trouvé de façon que quand on s'entraîne sur son vélo stationnaire, on peut le brancher dans la prise de courant de notre maison. Et pendant qu'on fait ça, on nourrit notre maison d'électricité, donc on prend moins de la société d'État. On achète moins d'électricité. Évidemment, ce n'est pas une grosse différence. Mais dites-vous que des jeunes de 20 ans qui pensent à ça, qui réussissent à mettre ça sur pied, qui fondent une entreprise là-dessus, bien, c'est ça qu'on va voir aussi beaucoup dans notre section climat, ce genre de solution. Oui, puis ça, c'est vraiment le fun de voir ces initiatives-là à travers la province et à travers le monde. Puis moi, je suis un grand fan de vélo, donc c'est peut-être quelque chose que je vais me procurer quand je vais avoir ma maison. Donc, c'est quand même le fun. Donc, je pense qu'on avait une autre question, Régent, par rapport justement au niveau des on sait là, avec le changement climatique, c'est quelque chose qu'on voit là, avec l'augmentation des températures. Ça fait aussi augmentation de l'eau disponible. Donc, les extrêmes de précipitation vont aussi augmenter. En ce moment, Régent, est-ce qu'on est au-dessus des normales là, côté précipitation? On a François Dulude là, qui est paysagiste qui se pose la question. Ben, ça, c'est un problème, hein? Puis c'est un problème non seulement au Québec là, pour ce qui est de l'aménagement paysager, parce qu'il n'y a rien de pire à ce temps-ci de l'année. Là, la règle d'or, c'est l'assèchement des sols. Parce que quand on y va trop rapidement, vous demanderez à n'importe quel agriculteur ou paysagiste, c'est le risque de compacter les sols. Et ça, c'est vraiment pas bon pour ce qui est de la végétation. Donc oui, on est au-dessus, nettement au-dessus. Là, donc c'est parmi bientôt, là, avec ce qui s'en vient, d'ici la fin du mois, probablement dans le top 5 des mois d'avril les plus pluvieux. Et tout ça s'ajoute évidemment à ce qu'on a connu au cours du mois de mars. Vous enlevez du soleil, les températures ne sont pas tellement élevées, donc il n'y a pas beaucoup d'évaporation qui se crée, donc on reste aux prises, évidemment, avec ces précipitations élevées. Notre consoeur Farah Benoît a fait une étude par rapport à ça sur les précipitations du printemps, et on a le double des journées avec 25 mm et plus là, dans les printemps depuis les années 2000 au Québec par rapport à la période précédente. Donc, il y a une augmentation des précipitations printanières et des précipitations là, de pluie de plus grande importance, donc 25 mm. Ça, quand on a 25 mm, là, encore à ce temps-ci de l'année, on arrive au seuil pour émettre des avertissements parce que ça a des impacts au niveau des cours d'eau. On sait qu'il y a encore plusieurs cours d'eau dont les niveaux sont élevés, mais aussi sur le drainage des sols, ça retarde évidemment la saison de poisson. Donc ça, c'est une des caractéristiques qu'on observe de nos printemps, là, décevant sur le plan des températures dans les dernières années et tendance un petit peu plus à être arrosée. On a une autre question pour toi, Patrick. Gilles Lamontagne, j'espère, oui. Oui, c'est ça. Donc, avec le jour de la Terre, là, il mentionne que peut-être qu'il constate en fait qu'il y a de plus en plus de journées grises et moins de soleil, que c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir avec les changements climatiques. C'est vrai. La théorie qu'il dit, c'est que, étant donné qu'il va y avoir plus de chaleur, plus d'évaporation, plus d'humidité dans l'atmosphère, se faisant plus de nuages, et plus de nuages, moins de soleil, donc moins de réchauffement à plus long terme. C'est logique de penser comme ça. Sauf qu'il faut se dire une chose. D'abord, c'est pour chaque degré que l'atmosphère se réchauffe, c'est 7 % plus de précipitations qui vont tomber. Mais là, on parle de précipitations qui tombent. Le nuage, il ne restera pas au-dessus de nos têtes tout ce temps-là. Et il n'y aura pas un nuage planétaire qui va empêcher le soleil de toucher toutes les régions du monde. Alors oui, certains secteurs vont connaître probablement une recrudescence de précipitations et de temps nuageux, et puisque ce ne sera pas la Terre au complet qui va se ramasser dans cette situation-là, bien, on peut s'attendre à ce que la Terre continue de se réchauffer. Et d'un autre côté, si les températures montent, évidemment, ça prend évidemment davantage d'humidité pour causer une saturation et amener des nuages. Donc, de l'air un peu plus chaud peut tolérer une plus grande dose d'humidité avant qu'il y ait saturation et formation de nuages. Donc, il y a un contrebalancement là, qui pourrait quand même s'organiser. Et définitivement, à partir du moment où là, les nuages s'en mêlent, puis là, on en parlait il y a quelques instants, donc dans la partie chaude de l'année, c'est ce qui se vit au Québec. Là, donc, nuages, évidemment, donc ça élimine des températures élevées et ça élimine les beaux étés aussi. Oui, mais chose qu'on ne mentionne pas assez souvent, puis je pense que c'est quand même très important, c'est le fait que en bourrant l'atmosphère d'humidité, oui, on a plus de précipitations, plus de quantité précipitable, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça va devenir plus nuageux. Regardez, je m'explique. Il y a 6 gaz à effet de serre. On parle tout le temps du CO2, on parle tout le temps du méthane, il y en a d'autres. Mais il y en a un dont on parle très rarement,
qui s'appelle la vapeur d'eau, qui est très efficace. Qui est le plus important, en fait. En quantité. Donc, oui, plus d'humidité, mais plus d'humidité, donc plus de gaz à effet de serre, puisque le taux d'humidité, puisque la vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre, donc plus de réchauffement. Non, c'est une boucle qui amplifie le phénomène, donc c'est pas très bon. C'est ennuyeux parce que quand les gens en parlent, il y a tellement de choses auxquelles il faut s'attaquer tout de suite, puis tellement de choses auxquelles il faut s'attaquer pas tout de suite, mais dans 1 heure, puis dans 2 heures, que là, tout le monde est découragé. Tout le monde fait « on n'y arrivera pas, de toute façon, c'est pas possible, tout le monde nous dit qu'on est en retard, etc. » Et c'est pour ça que je pense que la section Impact de notre site et la section Solutions va peut-être donner un peu d'espoir. Et moi, vous savez, je tiens quand même pas mal de statistiques. Là, au niveau de l'été, on revient là-dessus. En moyenne, pour le sud du Québec, là, c'est 54 belles journées. Des belles journées, là, moi, j'entends qu'il y a au moins 8 heures de soleil, une dominante de soleil à travers la journée. Bon, depuis les années 2010, là, j'ai seulement 2 étés, 2013 et 2011, où j'ai 51 belles journées. Et par ailleurs, les autres années, là, par exemple, en 2021, on en a eu 63. Donc, j'ai absolument pas une tendance, même si on dit que nos étés sont plus chauds. Ça, c'est avéré aussi. Mais je vois absolument pas une tendance récente là, sur une plus grande abondance de nuages. Vous allez me dire, je regarde petit, là, je suis concentré seulement sur une saison et une partie du Québec. Mais à mon sens, plus de nuages qu'il y en avait avant. C'est vrai au cours du mois d'avril de cette année, là, mais c'est pas automatique une tendance observée là, au cours des dernières années au Québec. Mais en haut de la liste, c'est d'abord plus de feu, plus de sécheresse. Si après ça fait plus de nuages, c'est vraiment dans le bas de la liste. C'est pas ça. C'est pas un gros problème, ça, pour l'instant. Mais ça fait plus d'extrêmes, c'est ça qui est malheureux. Ça fait plus de feux de forêt, de sécheresse d'un côté, mais de l'autre côté, ça fait des crues subites, des inondations, comme on a eu au déluge du Saguenay en 96, ou un orage qui va emmener 80 mm d'un coup, et là, les systèmes d'égouts des villes, des infrastructures ne sont pas capables, n'ont pas été créés pour soutenir ce genre de précipitations-là. Donc, ça, c'est problématique. Mais faut être positif puis voir justement les solutions qui pourraient s'en venir. Là. On est chanceux parce qu'on vit dans un siècle où il y a tellement d'opportunités de créer des nouvelles technologies. Donc, il y a espoir là, dans les 10, 20, 30 prochaines années qu'on puisse améliorer nos infrastructures. Là. Oui. Puis pour aller faire du millage sur ce que tu viens de raconter, moi, je fais juste penser à la Colombie-Britannique l'année dernière. Tu sais, on parle de records de chaleur, de sécheresse incroyable, finalement de feux d'une ampleur à n'en plus finir, de records de chaleur de jamais vu, et 1 mois ou 2 ou 3 mois après, rivière atmosphérique, là, inondation, inondation, inondation. Oui, c'est ça les changements climatiques. C'est recrudescence de phénomènes extrêmes. Tout à fait. En tout cas, c'était super intéressant de discuter de tout ça. Là. On vous rappelle là, donc notre nouvelle page Facebook Climato Vert. Donc, vous pouvez aller voir. Là, je peux vous remontrer avant de quitter. Donc, vous pouvez aller voir là, directement sur Facebook. On va mettre les liens aussi dans les commentaires de ce direct-là. Et sinon, on a le site que vous pouvez accéder directement là, sur la page de météomédia.com. Vous allez voir là, en haut de l'écran, là, si je vous le montre, là, on va aller comme si on était première chose que vous voyez. Vous allez sur météomédia.com, puis vous allez voir là, la curiosité de notre nouvelle section climat. Donc, après ça, il y a toutes les sections qu'on a parlé et les articles là, qui vont être publiés régulièrement. Sinon, vous savez météomédia.com/climat. Merci, Régent, c'est gentil, mais je dois souligner le travail de tout le monde. Il y a une équipe formidable là-dessus, autant des graphistes, des gens qui sont spécialisés dans les réseaux sociaux, spécialisés dans les looks de pages web. J'ai ma collègue Valérie, qui est la petite dernière qui vient de se joindre à nous dans le climat, dans le département climat, qui travaille super fort, maximiser les produits, puis s'assurer que ce soit digeste, mais surtout agréable. Et vous allez voir, là, allez-y sur cette page-là, c'est très différent de tout ce qu'on a fait avant. Tout à fait. Et ça reflète assez bien, là. Donc, Patrick, ça fait longtemps qu'on est dans l'aventure. C'est pas mal ça, l'esprit de Météo Média, là. On a retrouvé ça au fil des ans, puis on le voit encore avec cette nouvelle section. Tout à fait. Tout à fait. Merci les gars. On vous rappelle, là, on est en direct là, tous les jeudis vers 15h30 parler d'actualité météo. Puis on va souhaiter quand même une belle journée de la Terre vendredi.